Nicolas Sarkozy et les journalistes. Vaste sujet, propice aux rumeurs et aux fantasmes, pas toujours infondés. Et sujet d'autant plus électrique que l'intéressé lui-même ne répugne pas toujours à mettre en scène cette électricité. Monsieur Raffi, d'abord je me réjouis qu'une rédaction aussi prestigieuse que celle du Nouvel Observateur comprend enfin que la sécurité c'est un sujet important. Et après tout, même si c'est avec retard, bienvenue au club, on est tous ravis, c'est une bonne nouvelle, ça prouve qu'aucune cause n'est perdue. 0 mort du côté des forces de l'ordre, et vous le dites vous-même, monsieur Raffi, je vous remercie, aucune bavure. Dites-moi, pour un ministre de l'Intérieur anxiogène, quel bilan? Si j'étais calme, qu'est-ce que ça serait? Et alors, enfin pardon. Vous avez un tellement gentil sourire. Ouais, c'est un métier. C'est vrai que vous êtes au Nouvel Observateur, je ne peux pas le croire. Voilà, alors avec les journalistes qui le suivent au quotidien sur le terrain, Nicolas Sarkozy use-t-il du charme, de la menace, de la connivence, de l'établissement d'un rapport de force ou peut-être de tout ça à la fois comme dans la séquence qu'on vient de voir? Réponse de 3 témoins de premier plan qui le suivent donc tous les jours. Jean-François Attili de France Inter, vous venez de publier Jusqu'ici tout va bien, les carnets de campagne de Sarkozy aux éditions Ramsay, avec de très nombreuses anecdotes justement sur les rapports de Sarkozy et des journalistes. Très nombreuses. Hein. Non, mais voilà, je l'ai dit, merci de préciser. Philippe Ridet, vous, pareil, vous le suivez au quotidien pour Le Monde, et dans vos papiers aussi, au jour le jour, de très nombreuses anecdotes révélatrices sur la manière dont Nicolas Sarkozy se comporte avec vous. Géraldine Vosner, vous êtes journaliste de télévision à la chaîne d'information continue BFM TV, et pareil, vous êtes dans la troupe qui suit Sarkozy, et donc vous nous raconterez comment ça se passe pour vous. Alors, il sera beaucoup question de Nicolas Sarkozy dans cette émission, puisque nous allons commencer avec vous, Maya, par les questions qui lui ont été posées cette semaine. Oui, c'était sur TF1, un nouveau concept. L'émission, ça s'appelait « J'ai une question à vous poser ». Et donc, TF1 mettait des vrais Français face à Nicolas Sarkozy, parce que les vrais Français, c'est pas comme les journalistes, ils peuvent poser des vraies questions. Et pour garantir le maximum de spontanéité, Robert Namias, qui est le patron de l'info de TF1, avait promis, notamment dans Le Parisien, que personne ne connaîtrait les questions à l'avance. Et il enfonçait même le clou, ni Étienne Moujotte, ni moi, ni PPDA, ni la Sofresse, personne, point d'exclamation. Et cette promesse était confirmée par son patron, Étienne Moujotte, dans Le Monde. Toutes les questions, disait-il, seront autorisées et nous ne les connaîtrons pas à l'avance. Pourtant, dans l'émission, il y en a un qui semblait bien les connaître, les questions, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Alors on a beaucoup écouté ce matin les 100 Français et ils posaient leurs questions spontanément. On a juste écouté, on ne sommes pas intervenus. Et nous sommes aperçus que ce qui revenait le plus, évidemment, dans les préoccupations, c'était le chômage, mais aussi le pouvoir d'achat. Et je voudrais que André vous pose une question. Oui, vous, madame. Je crois qu'il y avait une question d'Annie sur les médicaments, justement. Il y avait une question de Suzanne, qui était très intéressante. Une question de Guy et une question d'Arlette. Alors, Suzanne, est-ce que vous pouvez poser votre question sur la retraite? Alors, il y avait le travail, il y avait le logement aussi beaucoup. Il y a une question de Catherine sur les logements vacants que vous vouliez poser. Je voudrais qu'on amorce peut-être ce dossier avec Christiane, ce que disait Christiane sur les rues commerçantes qui deviennent tristes parce qu'il y a trop de grandes surfaces. Toujours sur l'emploi, il y avait une question de Daniel, je crois plus précisément de la femme du médecin de Daniel. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils les avaient connus à l'avance? Voilà. Et donc, en fait, dès le lendemain, Le Parisien publiait le témoignage d'un des panélistes qui expliquait que le lundi, donc le matin de l'émission, ils avaient été conviés à un briefing en présence de Patrick Poivre d'Arvor, de Robert Namias, d'Étienne Moujotte, réunion au cours de laquelle on leur avait demandé de préciser le contenu de leurs questions, tout en leur précisant également qu'ils auraient la liberté de changer de question au dernier moment s'ils le voulaient, ce que certains ont fait, mais pas tous. Alors, le flou sur la préparation de cette émission ne s'arrête pas là, Maya. Voilà, il y avait un autre petit problème avec cette émission et on s'en rendait compte dès la fin de l'émission en regardant le générique. C'est qu'elle avait été coproduite par la société Aprime. Aprime, c'est une société dont le président, Dominique Ambiel, était le conseiller en communication de Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il était Premier ministre. Alors, Dominique Ambiel, là, on le voit sur ces images, à côté de Jean-Pierre Raffarin.
Raffarin. Et il s'est apparemment pas mal investi dans la préparation de l'émission, puisque les panélistes que j'ai eus en ligne m'ont raconté comment ils l'avaient vu débarquer avec Nicolas Sarkozy quelques instants avant l'émission, dans le salon où TF1 les avait un peu tous réunis autour d'un buffet froid, et que le ministre en avait profité pour faire un peu de charme, claque dans le dos pour certains, bise pour certaines et plaisanterie pour tout le monde. Alors ça ne veut pas dire que Ambiel ait donné à Sarkozy le contenu des questions. Non, ça ne veut pas dire Ambiel ça, mais j'en sais rien puisque j'ai appelé, mais ni M. Ambiel ni personne dans sa société ne souhaite plus s'exprimer sur ce sujet. Pour l'instant. David, vous, dans la même émission, vous êtes intéressé aux réponses. Oui, les réponses que le ministre candidat Sarkozy a fait au panel que Patrick Poivre d'Arvor était très fier de représenter aux téléspectateurs. Bonsoir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous connaissez le principe de l'émission, pas de filtre entre les 100 Français qui viennent de tous les bords politiques, de toutes les régions, qui ont tous âges. Voilà. Là, il a mal compté, Patrick Poivre d'Arvor. Parce que, hormis PPDA, en fait, il y avait un 101e Français. Et ce 101e Français, c'est un certain Sarkozy Nicolas. Il a 52 ans. Il est originaire Paris-Hauts-de-Seine. Et donc, profession, candidat ou futur président. Voilà, candidat ministre. Alors, pourquoi je dis ça sur le ton de la plaisanterie? Parce que pendant tout l'échange qu'il aura avec le panel, Nicolas Sarkozy va s'évertuer à être ce 101e membre du panel. Alors comment il fait? Il donne des informations sur sa vie personnelle, exactement comme les membres du panel. Ça commence par des confessions intimes sur son parcours personnel. Vous savez, moi, ma vie, j'ai hérité de personne. Je me suis battu dur pour être là où je suis. On peut m'aimer, pas m'aimer, voter pour moi, pas voter pour moi. J'ai pas volé ma place. Des coups, j'en ai pris. J'en ai donné aussi. Mais on m'a rien donné. Et là, je me suis dit, il va nous chanter, vous savez, cette chanson d'Aznavour, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Eh bien, je ne me suis pas trompé. Alors j'ai beaucoup de mes amis qui me disent, Nicolas, lève le pied avec les radars, il y a les élections. Je vois pas le rapport. Et ça va être comme ça toute la soirée. À chaque fois qu'il évoque une politique publique, il se sent obligé de nous parler de lui, de son intimité, de manière à appuyer et à nous montrer qu'il est comme les Français auxquels il adresse la parole. Par exemple, quand il évoque la politique familiale, il ne peut pas s'empêcher de nous parler de ce quinquagénaire qui est également un père de famille attendrissant. Je souhaite que des femmes dans votre situation, on puisse leur reconnaître un droit à la formation professionnelle. Parce qu'à un moment donné, vos enfants, enfin moi j'ai 2 grands-enfants, mais moi c'est le plus petit qui a 9 ans, mais ils partiront. Eh oui, ils partiront. Mais comme la vie, c'est pas facile, il évoque l'argent qui est durement gagné en tant que ministre de l'Intérieur, et surtout la précarité du job et l'absence totale d'ACEDIC. Je gagne 11 000 €. Et si je suis mis dehors du gouvernement, ou si je perds les élections, je serai payé pendant 6 mois, et après, terminé. Il ne serait même pas obligé de pointer, enfin bon, compliqué quand même. Et alors, outre la précarité, Nicolas Sarkozy connaît, allez, disons-le, le racisme, il sait ce que c'est. Et je vous dis une chose, pour des raisons qui m'appartiennent, ce thème de la discrimination est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Il va peut-être nous parler du délit de sale gueule ou je ne sais quoi. Et donc, pendant toute cette émission, il expose son intimité et cette intimité, elle lui sert à ressembler aux membres du panel. Et je crois qu'il est vraiment le 101e membre de ce panel. Et si jamais il n'était pas élu, ça peut arriver quand même, je pense qu'il pourrait se reconvertir en membre de panel et être ce fameux Nicolas, originaire des Hauts-de-Seine, 52 ans, etc. Panéliste professionnel. Bon, alors est-ce qu'il s'agit d'une stratégie délibérée chez lui? On y reviendra dans le dossier de cette émission avec vous trois. Judith, une émission devenue méconnaissable au fil des ans, La Roue de la Fortune. Et oui, je me suis tenue aux grandes résolutions qu'on s'était fixées. On avait dit que j'irais voir du côté des shows grand public. Alors donc j'ai opté pour la machine à truster l'audience de TF1, même si elle s'essouffle un peu, paraît-il. La Roue de la Fortune, c'est pas difficile de s'y laisser prendre. C'est un jeu inusable avec des lettres qui pivotent et des énigmes à résoudre. En plus, j'adore ça, moi je suis super bonne. Et puis, je dois dire que j'ai un petit faible pour la roue, qui est quand même un sacré symbole, une figure immémoriale qui remonte à l'Antiquité. À l'époque où Fortuna voulait dire le hasard, la roue de fortune représentait l'instabilité du destin qui vous hisse et vous fait déchoir au gré d'une force divine incontrôlable. Alors c'est devenu aussi une carte clé du tarot de Marseille qui symbolise l'équilibre précaire et le mouvement de la vie. Alors aujourd'hui évidemment on n'entend plus dans Fortune que les euros offerts à la convoitise des candidats. Et puis pour ce qui est du mouvement imprévisible de la vie, c'est même plus la peine d'espérer. Et pourtant, il y a 10 ans, c'était encore possible. Souvenez-vous.
Vous avez quand même remporté 10 400 francs de cadeaux. Oui, c'était bien, ça s'est bien passé. Regardez, une petite bise. Voilà, alors à l'époque, on pouvait voir surgir dans le cadre de vrais gens, sans grand souci de la télégénie, tout ça nous tournait un peu le dos, se marcher sur les pieds, en un petit ballet des faux pas du réel, c'était plutôt charmant. La télé, alors, accueillait du vivant, la fraîcheur du dehors et du pas tout à fait formaté. Tout ça, aujourd'hui, c'est impensable. Les candidats sont désormais castés, coachés, dressés. Ils font leur numéro comme de vrais professionnels, ou bien peut-être comme des singes savants. On met bien le... Non, c'est vrai, on met bien le corps. Montrez-moi. Pas mal. Vous dansez aussi, on m'a dit. Ouais. Vous dansez quoi? Le piqué. Le piqué. Ah, moi j'aime beaucoup. Arrêtez. C'est chaud ça. Oui, c'est chaud, ça sent surtout bien le réchauffer, le répéter. Tout le monde est bien maître de son image et de son numéro et du hasard des destinées auxquelles cette roue présidait. Il ne reste que ces milliers d'euros distribués par la production, cette nouvelle transcendance qui pourvoit la fortune à des créatures bien conditionnées pour accéder au paradis de la starletisation. Voilà. Mais il reste quand même le hasard dans la roue. Bah, moi, je finis par en douter, puisque la régie peut tout, envoyer la musique pile poil quand il le faut. Après tout, elle peut aussi décider de faire ce qu'elle veut de cette roue. Vous n'y croyez plus? Non. Alors, on va revenir à Nicolas Sarkozy, que maintenant nous ne quitterons plus pendant toute la suite de cette émission, en commençant peut-être par une page scientifique, Maya, puisque depuis quelque temps, on a vu apparaître sur les écrans un nouveau Sarkozy, apaisé, apaisant, rassurant, et vous avez tenté d'appréhender scientifiquement le phénomène. Voilà, une métamorphose dont on se rendait compte en comparant deux interventions du ministre de l'Intérieur. C'était sur les plateaux du 20h de TF1. Alors la première qu'on a choisie, c'était en septembre 2006. Et la deuxième, c'était juste après sa désignation officielle comme candidat. C'était en janvier. Alors les thèmes abordés sont à peu près les mêmes. Ce qui change, c'est le costume. Il est plutôt bleu en septembre, noir en janvier. Le fond, il est plutôt jour en septembre et plutôt nuit en janvier. Mais surtout, ce qui change, c'est Nicolas Sarkozy. Écoutez et regardez. Mais nous avons décidé il y a 2 ans avec Dominique de Villepin de travailler ensemble. Et on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que c'est l'intérêt du pays qu'on le fasse. Alors est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on est d'accord sur tout? C'est un autre problème. Et moi je ne suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et je n'ai pas l'hypocrisie. Je veux être authentique. Mais on a décidé de travailler ensemble parce qu'il aurait été irresponsable de ne pas travailler ensemble. Dominique de Villepin a eu des hésitations, il avait lui aussi des ambitions, je comprends ses états d'âme et ses hésitations. J'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de ses arguments, il n'a pas tort. Je veux bien Claire Chazal faire un débat, mais pour cela il faudrait que Mme Royal avance des idées. Or elle n'en avance aucune. Pourquoi voudriez-vous que je commande des idées qui n'existent pas? On a vu que vous n'aviez pas attaqué Ségolène Royal, vous avez laissé d'ailleurs Michel Ayomari le faire. Non, mais pourquoi? Mais qu'elle présente ses idées, qu'elle présente ses alternatives. J'ai vu que le Parti Socialiste m'attaquait, avait fait même 150 pages pour m'attaquer. Je ne veux pas d'un pays fondateur de l'Europe comme la France qui vote à 55% pour le non à l'Europe. Et je ne veux pas qu'il y ait la moitié des Français qui se disent à quoi bon voter, puisqu'ils disent tous la même chose, et quand ils disent des choses, ils ne le pensent pas. C'est ça la rupture. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de dire aux Français que tout peut devenir possible, qu'il y a une solution au problème de la France, qu'on n'est pas condamné à la fatalité. Je veux leur dire qu'il y a une nouvelle façon de faire l'Europe. Je veux réunir ceux qui ont voté non et ceux qui ont voté oui. Voilà, alors c'est vrai qu'à l'image c'est assez frappant, hein. Il est plus calme, il bouge moins les mains et les épaules dans tous les sens, mais il y a aussi une grosse différence au son. Et effectivement, nous, on a eu envie de voir si ça pouvait se mesurer scientifiquement. Et pour ça, je suis allée dans un laboratoire de phonétique expérimentale, c'était à Paris, et j'ai demandé au directeur du labo, monsieur Philippe Martin, de me dire ce qu'il en pensait. Alors monsieur Martin, il a mis tout ça dans sa machine à analyser les voix, et il a trouvé des choses assez intéressantes.
intéressantes. Alors d'après ce qu'il me dit, le phénomène le plus intéressant se situe au niveau de la fréquence. Alors la fréquence, pour faire vite, c'est ce qui détermine si la voix est aiguë ou grave. Plus la fréquence est élevée, plus la voix est aiguë, plus la fréquence est basse, plus la voix est grave. Et il se trouve qu'en quelques mois, la voix du ministre est devenue beaucoup plus grave. La fréquence a baissé, comme on va le voir sur les graphiques gentiment fournis par le labo. Alors je vais me lever, voilà, attention, il se passe un truc extraordinaire dans cette émission. Alors, des jambes. Le graphique est là, c'est bon. Le graphique est là, et alors on voit, donc ça, les trucs bleus, c'est les pics de fréquence, avec là l'échelle en Hertz. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en septembre, M. Sarkozy fait des pics à 170, voire même 180 Hertz, alors qu'en janvier, vous voyez qu'il atteint péniblement les 110, 115 Hertz, qui est un changement un peu... On voulait qu'on... Non, et puis surtout, il n'y a plus de pics en janvier. Et puis surtout, il n'y a plus de pics. Surtout, avant, c'était un peu les montagnes russes, alors qu'en janvier, vous voyez, c'est tout plat. Alors. Et donc, un changement brutal, je vais me rasseoir, qui est assez inhabituel, me dit le directeur du labo, pour un être humain, et on va voir ce que ça donne. Mais nous avons décidé, il y a 2 ans, avec Dominique de Villepin, de travailler ensemble. Et on le fait. Pourquoi on le fait? Parce que c'est l'intérêt du pays qu'on le fasse. Alors est-ce qu'on se ressemble? Est-ce qu'on est d'accord sur tout? C'est un autre problème. Et moi, je ne suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et je n'ai pas l'hypocrisie. Je veux être authentique. Mais on a décidé de travailler ensemble parce qu'il aurait été irresponsable de ne pas travailler ensemble. Dominique de Villepin a eu des hésitations. Il avait lui aussi des ambitions, je comprends. Je comprends ses états d'âme et ses hésitations. J'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de ses arguments, n'a pas tort. Je ne veux pas d'un pays fondateur de l'Europe comme la France qui vote à 55% pour le non à l'Europe. Et je ne veux pas qu'il y ait la moitié des Français qui se disent à quoi bon voter, puisqu'ils disent tous la même chose, et quand ils disent des choses, ils ne le pensent pas. C'est ça la rupture. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est de dire aux Français que tout peut devenir possible, qu'il y a une solution au problème de la France, qu'on n'est pas condamné à la fatalité. Je veux leur dire qu'il y a une nouvelle façon de faire l'Europe. Je veux réunir ceux qui ont voté non et ceux qui ont voté oui. C'est un truc d'acteur, vous dites, Judith? Oui, bien sûr, on demande souvent aux acteurs de travailler dans les graves, en faisant baisser la voix plus profond dans la cage thoracique, elle porte plus loin, et puis surtout elle a des accents langoureux, il y a une sensualité qui se dégage, qui nous permet de rentrer en contact beaucoup plus sensuel avec l'orateur que dans les aigus. Je ne sais pas si vous ressentez les vibrations qu'il y a dans les graves, mais en général, ça nous touche beaucoup plus physiquement que dans les aigus, où on a une adresse qui nous arrive plutôt dans le front. Il y avait aussi un travail sur le look, sur la tenue, puisque le jour d'après son congrès du 14 janvier, on l'a croisé au Mont-Saint-Michel, où il portait un pull vert, un col roulé bleu marine. Donc il y a un travail sur la fréquence, il y a un travail sur le... Oui, c'est pour illustrer le j'ai changé, quoi. En tout cas, une séquence absolument unique à la télévision ces derniers jours. Donc avec vous, Perrine Dutrey, qui allait maintenant traiter le dossier, c'était il y a quelques jours sur Canal+, cette métamorphose presque en direct. Oui, c'était au dîner du CRIF il y a quelques semaines donc. Le journaliste de Dimanche Plus, c'est l'émission politique de Laurence Ferrari sur Canal, posait à la volée une question à Nicolas Sarkozy, une question qui, dans un premier temps, énerve beaucoup notre ministre candidat. Monsieur Sarkozy, c'est important le dîner du CRIF en période électorale? Ça n'a rien à voir avec la période électorale. Le dîner du CRIF, c'est un moment important pour être auprès de nos amis, pour défendre les mêmes valeurs et pour dire qu'il y a des choses qu'on n'acceptera jamais. Et parmi celles-ci, l'antisémitisme. On est en train de courir après le vote juif. Vous savez, répondre à une question pareille, c'est presque insultant. Le président Kuckerman... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vote juif, monsieur. Parce que dans mon esprit, il n'y a pas de vote juif, il n'y a pas de vote catholique, il n'y a pas de vote noir, monsieur. Non, on vous accuse de communautarisme, vos adversaires. Les gens connaissent. Mais non, c'est vos adversaires qui disent que vous êtes communautariste, monsieur le ministre. Monsieur, merci. Je ne réponds pas aux questions sur le vote juif. Là, Nicolas n'est pas loin de la rupture. Mais comme il a changé, il va proposer de refaire l'interview. Cette fois, tranquillement. Si vous voulez m'imposer, je vous réponds gentiment. D'accord, merci. C'est important pour tous les candidats d'être ici? Non, moi j'y viens chaque année, c'est pas une question de candidat, c'est important tout court pour la République qu'on soit là pour dire qu'il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Et parmi celles-ci, l'antisémitisme. Pas donc de message électoral particulier ce soir? Non, vraiment pas. Vraiment pas. D'ailleurs, je pense que ça servait à rien en plus. Oh, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vote juif.
Bon, plusieurs choses dans cette séquence qui est très riche, mais la première chose qu'on voit, à mon sens, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts pour brider sa nature. Hein. On sent l'extrême violence qu'il exerce sur lui-même. C'est assez pro, moi, je trouve. Enfin, c'est vrai que, bon, ce qui est intéressant, c'est que chez lui, on voit, il n'y a pas de choses cachées tellement chez Sarkozy. Il a décidé un jour de se mettre sous la lumière et de tout ce qu'il pense, il le dit, tout ce qu'il fait, il le montre, enfin, ou du moins 95%. Il y a certainement des choses qu'il ne dit pas et qu'il ne montre pas. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de choses cachées. On voit simplement qu'il sait aussi, il sait avoir des remords, des repentirs. Enfin, il a quand même envie de cacher la première prise, là. Je ne suis pas sûr qu'il a envie de la cacher. S'il vient faire une deuxième prise. Oui, non, d'accord. Mais s'il a essayé, c'est raté. Voilà, il se rend compte qu'il a fait une connerie et il la répare. Mais c'est pas tellement parce que, comme le dit le commentaire, parce qu'il doit montrer qu'il doit changer. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui corrige assez souvent non pas ses premières prises, mais il lui arrive j'ai pas d'exemple en tête, mais il lui arrive de dire certaines choses qui lui paraissent trop abruptes et de les adoucir dans une communication ultérieure. Enfin, il est en construction permanente. Vous avez déjà été témoin de choses de ce genre, de scènes de ce genre? Allez, la première prise n'était pas bonne, je suis désolé, j'étais trop nerveux, on la refait. J'ai l'impression que, comme il a un petit côté sanguin, hein, il a un petit côté poussé d'adrénaline, c'est les fameux épisodes de Argenteuil, c'était ça finalement. Hein, voilà, on est dans l'action. Les racailles. Oui, mais bon, c'était aussi un moment difficile. Hein, vous êtes entouré de pas mal de personnes hostiles. Ce sont des moments un peu chauds. Hein, et lui, il travaille en permanence dans la correction de l'image. Il sait très bien que telle ou telle image lui sera défavorable. Il corrige le tir. Mais ce qui est extraordinaire, comme disait Philippe, c'est qu'au fond, tout est ouvert, tout est public, à peu près tout. On peut même le décrypter sans difficulté, quoi. Alors, si ce qui est assez désarmant, d'ailleurs. Hein. Alors on va y venir tout à l'heure. Si tout est public, on le verra tout à l'heure. Est-ce que tout est vraiment public? On va y venir tout à l'heure. Je voudrais juste, avant qu'on parle, donc là on a parlé de lui et de son travail sur lui-même, je voudrais qu'on parle maintenant de son rapport à vous, les journalistes, avec ce qu'on a noté, Perrine, quand il est interrogé sur les plateaux par des journalistes, une certaine tendance à se poser en adversaire. Hein. Oui, il fait preuve quelquefois, par petites touches, d'une certaine acidité à l'encontre des journalistes qui l'interrogent. À vous regarder et à lire entre les lignes, je peux terminer cette interview comme l'a fait une de mes consoeurs ici même. C'était une interview du ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle. Et parce que vous êtes très perspicace. Et ça se voit, quand même, ça fait 4 ans que vous nous dites que mais j'ai trop de respect pour votre professionnalisme et votre indépendance pour faire de vous mon porte-parole. Monsieur Raffi, d'abord, je me réjouis qu'une rédaction aussi prestigieuse que celle du Nouvel Observateur comprend enfin que la sécurité, c'est un sujet important. Et après tout, même si c'est avec retard, bienvenue au club, on est tous ravis. C'est une bonne nouvelle, ça prouve qu'aucune cause n'est perdue. Vous aviez déclaré forfait lors de votre intervention télévisée prévue dimanche soir sur une autre chaîne. On a parlé d'un coup de fatigue et puis de difficultés dans votre vie privée. Quelle est la vérité? Vous voulez parler de la rumeur? Mais interrogez-moi alors, faites votre joli métier. Voilà. Allez jusqu'au bout. Quelle est la réponse que vous voulez que je vous apporte? J'aimerais regarder le journal de TF1 où vous avez interviewé, c'est un grand mot, Madame Royal. Lundi soir. Et là, avec laquelle elle n'a répondu à aucune de vos questions. 0 mort du côté des forces de l'ordre. Et vous le dites vous-même, Monsieur Raffi, je vous remercie. Aucune bavure. Dites-moi, pour un ministre de l'Intérieur anxiogène, quel bilan? Est-ce que si j'étais calme, qu'est-ce que ça serait? Et alors enfin, pardon. Vous avez un tellement gentil sourire. Ouais, c'est un métier. C'est vrai que vous êtes au Nouvel Observateur, je ne peux pas le croire. Donc l'art de la pique, hein, l'art du sourire qui tue, il se comporte de la même manière avec vous, c'est-à-dire avec en permanence cette espèce d'entremêlement assez étrange de flatterie, de gentillesse et d'acidité. À cette différence près qu'il n'y a pas de caméra, donc ça change quoi? Ça change que c'est moins mise en scène de sa part, mais il aime manifestement jouer de ça. Enfin, je ne veux pas vous révéler un secret, mais il arrive de vous prendre par les épaules et de dire ce que c'est que la complicité des journalistes avec les politiques, par exemple, de façon à ce que les autres le voient. Mais voilà, ça l'amuse. C'est une sorte de joke comme ça qu'il a en permanence avec certains d'entre nous. C'est gênant pour un journaliste? Non. Non, non. Vous êtes pris par les épaules comme ça? Non. Non? Ça vous est arrivé? Oui, mais ça me gêne pas. Enfin, j'ai pas de. Ça me. Et vous le prenez comment? Vous l'analysez comment? Quel est le rapport qu'il essaye de créer avec vous quand il fait ça?
Je pense qu'il y a à la fois une part évidemment de sincérité, parce que peut-être par ailleurs il m'aime bien, j'en sais rien, et puis du jeu sûrement, enfin ça l'amuse de jouer avec cette idée, parce que comme il ne peut pas la démentir tout à fait, il la surjoue, et d'une certaine façon... Vous voulez dire l'idée de la connivence, ouais. Voilà, et donc il la caricature, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'analyser. Mais là encore, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que c'est pas des choses qui sont pas montrées, donc d'une certaine façon, ça s'adresse qu'à moi et à une dizaine de personnes qui le voient. Sauf que s'il fait ça devant toute la meute, il prend le risque que le soit rapporté, raconté dans les futurs livres, dans les futurs articles. Oui, mais pour moi, ça peut l'arranger, parce que moi j'aime bien l'extrait avec Serge Raffi, parce qu'il y a un double langage là-dessus. Il casse aussi un code. Il parle à un journaliste du Nouvel Observateur et il fait passer quoi dans ce discours, dire finalement vous me mettez sur la sellette, mais vous-même interrogez-vous, et je le montre à tout le monde, je le montre au public. C'est assez habile. Oui, c'est très habile. Puis il met Raffi dans sa poche, là. Il met Raffi dans sa poche. Je ne suis pas certaine qu'il le mette dans sa poche du tout. Je crois qu'il montre au public d'autres choses. Je crois que globalement, parce que oui, c'est vrai, effectivement, il est très sympathique, hein, il est très avenant, il a un côté réactif, malin, mais je crois que cette relation qui ressemblerait à une fausse camaraderie n'empêche pas le traitement journalistique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être sur le terrain, parce que nous, ça fait des années qu'on le suit, hein, on finit par se connaître, on fait partie du décor. Hein, on a l'impression qu'il y a une espèce de troupe de journalistes embarqués, de connivence, qui sont... Oui, exactement. Et qui seraient finalement... Allez, à la botte de Nicolas Sarkozy, qui lui ferait les bons papiers, etc. Il vous a aussi pris par l'épaule, comme Ridet Ah oui, c'est régulier, il vous prend par l'épaule, il vous prend un témoin. Moi j'ai un tropisme, c'est que je suis d'origine corse, donc dès qu'il part de la Corse, il me prend un témoin, c'est grave. Mais je crois qu'il est attaché aussi à ce sujet. Il y a effectivement une part de sincérité, parce que le personnage est comme ça, c'est sa nature. Il a été fabriqué comme ça, il est depuis toujours comme ça. Alors il y a évidemment un côté, le calcul, certains disent la manipulation. Bon, ça c'est une appréciation. Il faut bien souligner qu'il n'est pas comme ça simplement avec les journalistes qui le suivent. C'est quelqu'un qui est tactile avec tout le monde. Je veux dire, quand il est en déplacement, il touche très facilement les gens. Il tutoie facilement. Oui, absolument. Oui. Vous aussi? Non, pas moi. Peut-être nouvelle dans la troupe. Moi, je suis plus jeune. Le tutoiement, les femmes et les gens plus jeunes. Enfin, je crois que le tutoiement est un peu générationnel. Oui, parce que je n'ai pas considéré que... C'est-à-dire que je me disais que répondre oui à quelqu'un qui me disait... Enfin, vous, à quelqu'un qui me disait tu, je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu impoli ou d'agressif, et comme je n'étais pas particulièrement gêné par ça. Alors, il est arrivé que je trouve que ce soit gênant, puis d'autres fois où je me dis que c'est pas gênant. Enfin, en fait, c'est un travail d'ajustement permanent, quoi. C'est ça qui est agréable, en fait. Alors, vous décrivez une ambiance. Je voudrais juste qu'on voit une image qui est une photo qui est apparue dans le match à la rentrée dernière. On est tous là. Alors, ça se passe aux universités d'été de l'UMP. C'est la rentrée à Marseille. Donc, c'est une conversation off the record avec les journalistes. Vous êtes tous là, tous les trois. Hein. On vous a retrouvés sur la photo, comme dans les... Voilà, ça, je fais la tête. Ça, c'est vous, Jean-François Tilly. Ridet est presque gagné par un sourire. Hein. Début de sourire ou une fin de sourire. Et Géraldine Vosner semble très studieuse. Bon, enfin, l'impression d'ensemble qui se dégage de la photo, c'est tout de même une grande complicité d'un moment de détente. Alors, cette photo, elle décrit vos rapports ou elle les décrit pas? Alors, qui commence Moi, je peux expliquer pourquoi on se marre, par exemple. C'est très simple. Je suis derrière lui et je lui pose la question, est-ce que tu penses, comme l'a dit Fillon dans une interview la veille, qu'Alain Juppé peut être un de ceux qui ramènera les derniers Chiraciens à te rallier? Question politique. Et je suis dans son dos. Et il met les mains comme ça et il dit, est-ce bien vous, monsieur Ridet, que j'entends? Un peu comme le sketch du Sarabintrana Duval. Et là, tout d'un coup, il vous connaissent. Oui, parce qu'il est dans le jeu, là. Il fait un numéro d'acteur. Donc voilà, et c'est une photo qui est évidemment à la fois juste et aussi qui dit quelque chose d'un moment qui a peut-être duré une seconde, mais qui est assez emblématique, c'est vrai, d'un rapport qu'on a avec lui. Alors, voilà, vous la trouvez pas d'accord, vous la trouvez fausse dans votre livre. Vous dites elle ne reflète pas la réalité des rapports. Vous prenez n'importe quelle personnalité, qu'elle soit politique, syndicale, acteur, qui vous voulez. Imaginons
un arc de cercle de journalistes qui l'interviewent. S'il y a un trait d'humour qui amuse tout le monde se marre. Si vous saisissez ce cliché à ce moment-là, vous pouvez prouver à peu près n'importe quoi. Ceci dit, ça traduit aussi effectivement cette relation qu'il a en permanence de pseudo-connivence avec les journalistes, de facilité finalement. Mais une fois de plus, j'insiste parce que c'est vraiment là la clé de voûte du système qui n'empêche pas un travail journalistique tout à fait normal derrière et apaisé. Enfin, c'est quand même une photo, c'est une parodie d'iconographie religieuse quand même. On voit un type qui attend, qui prie pour la victoire. C'est un premier degré. Moi, je la vois au premier degré. Mon Dieu, donne-moi la victoire. Il y a les disciples autour. Il y en a même un qui est à ses genoux. Enfin bon. Évidemment, on peut faire cette critique-là, mais est-ce que cette critique-là est juste? Je veux dire, évidemment, on ne peut pas la contrer, cette critique-là. On peut la lire comme ça, et peut-être que cette photo est belle parce qu'elle contient ce message-là. Elle est belle, ça c'est sûr. Mais après, la question c'est de savoir pourquoi. Oui, mais c'est comme ça que vous la recevez. Mais est-ce que c'est comme ça que nous, on la vit? Non, mais moi, je la reçois au premier degré. C'est-à-dire que je ne vois pas dans cette photo une forme de connivence. Je le vois faire son cirque et implorer le dieu des candidats à la présidentielle. Pas tout le monde en même temps. Si on devait faire un petit jeu et mettre des petites bulles, comme une bande dessinée, écrivez ce que vous pensez, imaginez ce que pensent les journalistes. Vous pouvez dire deux choses. Vous, tiens, par exemple, à ce moment-là, vous. Si je vous avoue que je n'ai pas la mémoire. Est-ce que je suis peut-être fatigué? Quand est-ce qu'on mange, non. Je me demande, mais où est mon technicien? Ou mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon magnétophone? Je ne sais pas, on peut tout dire. On pourrait imaginer, si on était de mauvais esprit, ces journalistes, tous des vendus. Je regarde la photo en même temps, tous des vendus. Il est génial, je veux lui faire un bon papier. Ce type est fantastique. Oui, moi je trouve qu'il vous fait rire, il vous fait rire, il vous emballe, vous êtes séduit. Moi cette photo, elle me raconte la violence de la séduction, sa violence totalitaire. Vous êtes tous pris, on est sous le charme. Mais si, totalitaire dans le sens, on peut pas mais si, parce que c'est exactement comme l'histoire du tutoiement. Sarkozy me tutoie et donc je suis obligée de me rapprocher et de le tutoyer parce que si je me mets à le vouvoyer, je l'agresse. C'est vachement intéressant ça. C'est un rapport violent. Je sais pas, pour quelqu'un qui ne serait pas Sarkozy qui me tutoierait, j'aurais aussi le même problème à le vouvoyer. Ah oui, mais là, c'est votre sujet. Il impose ce rapprochement, il vous emballe dans son cercle de séduction et c'est très difficile de résister. Attili qui n'est pas d'accord pour dire qu'il est emballé dans le cercle de séduction. Non, vous êtes libre de penser ceci, mais vous savez ce qu'il y a eu le jour d'après, ou le soir même? Tous les papiers, tous les reportages, qu'ont-ils dit? Ils nous ont vendu l'union, la réunion, la grande union. On a tous cassé, pardon pour l'expression, taillé Nicolas Sarkozy et son UMP qui étaient parfaitement désunis. Permettez-moi de défendre un peu notre métier. Vous ne le vivez pas au quotidien, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes assis là, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vais vous expliquer. On se marre, on nous touche le bras, on peut trouver telle ou telle personne sympathique, mais quand on est devant sa machine à écrire, enfin son ordinateur, devant son magnétophone pour les montages, c'est terminé. Quel est le sujet? Le sujet, c'est que non, ce candidat à la présidentielle n'a pas fait l'union dans sa famille politique, c'est un mensonge, et nous l'expliquons, nous disons pourquoi. Vous savez, les journées sont longues quand on est en campagne présidentielle, et on s'ennuie beaucoup. Il y a beaucoup Non, mais il y a des autobus, des trains, des avions, des hôtels, et vous avez des temps morts, et vous réfléchissez, vous écrivez, vous travaillez. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord. Alors, autre thème, vous disiez au début de l'émission, ce qui est quand même atypique avec lui, c'est qu'on peut tout dire, tout est transparent, tout est posé sur la table, il n'y a pas de tabou. Alors, question qu'on s'est posée, Perrine, c'est quelle est la latitude, étant donné les relations qui existent entre vous et que vous avez tous décrit, là, quelle est la latitude que vous pouvez avoir pour traiter les sujets qui fâchent? Premier exemple de sujet qui fâche, la vie privée. Oui, Nicolas Sarkozy a beaucoup médiatisé, dans un premier temps en tout cas, sa vie privée et le couple donc qu'il forme avec Cécilia à la ville. On se souvient notamment de ses couvertures de Paris Match, c'était en 2005. Sauf que cette utilisation des médias s'est retournée contre lui quand Cécilia l'a quitté pour un publicitaire, Richard Attias. On la prenait en une de Match, toujours. Une couverture qui a d'ailleurs entraîné à l'époque, quelques mois plus tard, le licenciement du directeur de Paris Match, Alain Genestar. Alors le feuilleton ne s'arrête pas là, puisque Cécilia est revenue. On ne pouvait pas échapper à cette information quand on voyait les images du voyage du ministre en Guyane. C'était en juin dernier. L'immigration clandestine, cette fois, qui était aussi au cœur de la visite de Nicolas Sarkozy en Guyane, un petit morceau de France en Amérique du Sud. L'occasion aussi, vous allez le voir, pour le ministre de l'Intérieur, de s'afficher en couple devant les caméras. Petite escapade en Guyane.
L'occasion, à un an de la présidentielle, d'afficher à nouveau leur couple en politique. Et c'est en pirogue sur le fleuve Maroni que Nicolas Sarkozy termine sa journée express en Guyane. Bon, alors, vous êtes parti faire quoi en Guyane Je ne me souviens plus quel était Exactement. Le thème était l'immigration clandestine et le problème avec l'orpaillage sauvage. Ça, c'est l'orpaillage, c'est pour les téléspectateurs qui ne sont jamais en Guyane, c'est les chercheurs d'or. Hein. Et vous avez une immigration clandestine de chercheurs d'or du Suriname, voisin du Suriname, qui est le pays frontalier. Qui viennent armés. Alors ça, c'est la manière dont on vous vend le reportage avant de vous partir. On vous dit, voilà, c'est un reportage sur l'immigration clandestine. Et puis alors, à quel moment vous découvrez qu'il s'agit d'autre chose? Le matin même, c'est-à-dire que quand je ne sais plus si on savait que Cécilia était dans l'avion déjà à l'aller. Oui, parce que le matin même, on l'a croisée furtivement dans l'avion, de loin. Mais on ne la voit pas. Et donc je me dis, elle va rester discrète, il va la cacher, etc. Et puis on attend sur l'aéroport après notre arrivée que son hélicoptère décolle, comme c'est montré sur les images, et là on voit qu'il va faire toute la visite avec elle. Donc là on a compris que le sujet c'était elle, c'était plus... et non seulement elle, mais comme elle, c'était pas un sujet en soi, ce qui était intéressant, c'était comment tout ça allait être mis en scène, qu'est-ce qu'elle allait faire. C'était ça qu'on a raconté, enfin j'imagine, c'est ce qu'il y a dans le papier d'Isabelle Thor, c'est ça qui était... donc on a compris qu'on était venu là pour ça, quoi. Toujours à propos de la vie privée, on va prendre un autre exemple qui est l'histoire de la fameuse photo de Londres, Perrine. Ouais, des photos qui étaient publiées toujours dans Match d'ailleurs. C'était quelques jours avant le voyage en Guyane dont on vient de voir des images. Des photos du couple à Londres, donc dans un parc. Photos volées ou pas, la question était posée sur le plateau de France 3. L'an dernier, votre couple a connu des difficultés et à cette occasion, vous aviez promis en quelque sorte que vous protégeriez énormément votre vie privée. Là, apparemment, les choses s'arrangent et tout d'un coup, on vous voit de nouveau en couverture dans les magazines, en week-end à Londres, en week-end à Venise. Donc, est-ce que vous recommencez à exposer votre vie privée? C'est extraordinaire. Vous me posez cette question au lieu de me poser une question sur un texte de loi. Hein? C'est quand même pas moi qui voulais souffler. Ah non, mais les autres questions non plus, Monsieur Sarkozy. Deuxièmement, on est suivi par des photographes, c'est comme ça, je m'en plains pas, mais ces photos ont été volées. Voilà, dit-il. Alors aujourd'hui, dans votre livre, mais c'est vrai qu'on est presque un an après, si je vous ai bien lu, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, il y a un tout petit conditionnel, mais vous dites, en fait, c'était le photographe attitré de Cécilia Sarkozy qui a pris cette photo, donc c'était pas du tout une photo volée. Bon, d'après ce qui m'a été dit par des personnes, enfin des confrères des photographes de presse, ces photos auraient été effectivement réalisées, ça aurait été une commande du photographe ami de Cécilia. Vous l'avez dit à France Inter à l'époque? Nous avons... je ne sais pas, je crois qu'on ça a dû être traité, mais vous savez... Pour en finir avec cette histoire du retour de Cécilia, parce que ce reportage sur Londres participe à la même démarche que les pirogues du Maroni. Si vous voulez... sauf qu'il laisse le flou sur la nature de l'image, là. Les pirogues du Maroni, c'est clair, il a envie que ce soit filmé. D'ailleurs, ce que vous racontez dans votre livre, c'est qu'il y a une deuxième pirogue de caméramen et de photographes qui est bord à bord. Il y a trois pirogues. Il y a une c'est qui le troisième? La presse écrite. Ah oui, la presse écrite est plus loin. Oui, derrière, en radio aussi, on était loin. Donc il y a trois pirogues. Bon, ça, vous le racontez dans votre livre, c'est clair. Ce qu'ont voulu faire Nicolas et Cécilia Sarkozy, c'est d'envoyer un signal et en finir avec cette affaire. Parce que ce qu'il faut comprendre... Mais d'accord, mais ça vous nous le dites aujourd'hui. Mais à l'époque, il nie, sur le plateau d'Audrey Pulvar, il nie. Il nie avoir voulu envoyer un signal, puisqu'il dit non, c'était une photo volée. Alors, que voulez-vous qu'il dise? Que voulez-vous qu'il dise? C'est ça. Je ne sais pas, moi, mais franchement, vous le voyez, vous répondre. Vous le voyez répondre, bien sûr, j'ai organisé le coup, et puis. Donc il ment, mais alors quand il ment, il faut dire qu'il ment ou on peut ne pas dire qu'il ment? S'il ment, qu'on le sait, il faut dire qu'il ment. Voilà, si on le sait, mais maintenant... Bon, alors, autre sujet qui fâche ou qui peut fâcher, qui est en tout cas un sujet conflictuel sur lequel il a été attaqué politiquement, ce sont les multiples casquettes de Nicolas Sarkozy. Oui, on pouvait se poser la question lors de plusieurs des déplacements de Nicolas Sarkozy. Était-ce le ministre de l'Intérieur ou le futur candidat qui voyageait? Alors, en mars, par exemple, il s'envolait pour les Antilles en tant que ministre de l'Intérieur pour rencontrer la veuve d'un gendarme tué, mais il en profite également pour rencontrer l'écrivain Aimé Césaire et prendre des bains de foule, toujours bon pour l'image d'un futur candidat. Venu au Mali et au Bénin en mai dernier,
expliquer sa politique d'immigration choisie devant une population hostile. Il en profite également pour développer très officiellement une politique africaine comme un candidat à la présidence. Vous qui le côtoyez tous les jours, est-ce qu'il y a des questions tabous? Est-ce qu'il y a des questions que vous ne pouvez pas poser ou n'osez pas poser? Alors, par exemple, pour prendre un exemple d'actualité justement sur la double appartenance, la double casquette ministre-candidat, exemple d'actualité, l'enquête des renseignements généraux sur le conseiller de Ségolène Royal, Bruno Rebel. Bon, est-ce que vous lui avez demandé, en tête-à-tête, les yeux dans les yeux, s'il avait ordonné cette enquête ou pas? Est-ce que c'est une question qu'on peut poser? Oui, bien sûr. Et alors? Non. Bon, mais alors j'imagine que vous avez été à que vous relancez à ce moment-là. Pardon, oui, et non. Non, mais alors vous lui... C'est alors qu'est-ce que vous faites? Il vous répond non, vous faites quoi? Voilà, mais pourtant le PS continue de dire que, et est-ce que tu ne penses pas qu'il faille une réponse plus circonstanciée, plus détaillée? Non, voilà, au bout d'un moment, je ne vais pas passer une demi-heure à lui parler du cas de Bruno Rebel avec une lampe dans les yeux. C'est important. Il y a aussi d'autres sujets qui m'intéressent dans une conversation que je peux avoir avec lui. Je ne vais pas monopoliser, en plus c'est pas des tête-à-tête, on est 15, je ne vais pas monopoliser moi tout seul avec une pauvre question. Enfin, j'entends pauvre question, je ne veux pas dire par laquelle elle n'est pas intéressante. Hein. On y est revenu plusieurs fois. Plusieurs fois, donc vraiment, mais je pense que ça. Mais non, mais je sais pas dans ce cas-là. Je sais pas. Vous lui demandez pas s'il va pas déclencher une enquête interne. Alors si, on demande est-ce qu'il pourrait y avoir une enquête pour savoir qui a ordonné cette enquête sur le conseiller de Ségolène Royal. Quand quelqu'un ne veut pas répondre, il trouve le moyen de ne pas répondre. Il ne répond pas. Justement sur l'enquête interne, je lui ai posé la question. En tout cas, on était plusieurs à le faire. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était où? C'était au moment où on l'a su c'était dans le Canard enchaîné. Il voyait des gens de la CGPME, je crois. On était à l'entrée pour lui poser la question. Il était là pour ça. On l'ouvre sur l'enquête interne et là il l'ouvre. Il refuse de répondre. On l'a redemandé dans le train qui nous emmenait à 50 ans. On l'a redemandé à plusieurs reprises. À lui, en tête-à-tête directement? Oui. Et alors? En tête-à-tête quand on est 15 ans. Mais jamais en tête-à-tête. Alors il dit non ou il refuse de répondre? C'est pas pareil. Sur l'enquête, pas de réponse. Il ne répond pas et dans ces cas-là, allô, le service des infos gênées. Des informations générales, Pardon, informations générales. Et nos brillants confrères qui s'occupent des dossiers de police et de justice, en fait, déjà, eux, essaient d'enquêter avec leurs contacts à eux. Là, vous passez le relais, parce que vous dites c'est plus notre sort. Au bout d'un moment, si vous avez dénégation sur dénégation, c'est peut-être la vérité ou pas, vous n'avez pas moyen de le savoir. Vous passez la main. On n'a pas les contacts. Moi, personnellement, je n'ai pas les contacts avec les fonctionnaires de police, Je trouve, à la limite, le sujet, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, finalement. Tout n'est pas public, évidemment. Tout n'est pas public chez Nicolas Sarkozy, tout n'est pas public chez Ségolène Royal et chez tous les autres candidats qu'on a pu avoir à suivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ce candidat-là, avec son équipe de communicants, on a vu 10 000 reportages là-dessus, nous passons quotidiennement notre temps à essayer de percer leur défense. C'est le travail journalistique. Et nous ne sommes pas des journalistes embarqués auxquels on distribue l'information et vas-y, dis ça dans ton papier. Ça n'existe pas. Non, mais ça, on a bien compris, Jean-François Killy, vous n'étiez pas des journalistes embarqués, ça fait 2 fois que vous le dites. Oui, mais la difficulté, c'est qu'il y a une permanence dans le traitement du sujet. Il y a une permanence dans le traitement du sujet et tous les jours, nous essayons de percer le mystère. Est-ce qu'il y a personnellement une fois où vous avez eu du mal à poser une question, vous avez dû prendre sur vous-même parce que vous avez senti que la question ne serait pas la bienvenue, mais il fallait la poser? Je vais vous répondre. Les questions qui me gênent, on n'y revient pas, mais c'est ce qui concerne la vie privée. Et plus récemment? Plus récemment sur la question du patrimoine. Alors, ce débat-là, c'est vrai qu'il a c'est assis puisqu'il avait dit je publierai mon patrimoine et puis on n'a pas vu venir cette publication et Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il dit je vais publier mon patrimoine et puis on voit effectivement pas la publication in extenso du patrimoine. Nous on a une rédaction, on se dit il faut quand même faire un sujet pour faire le clair là-dessus puisqu'on apprend qu'il paye tant d'impôts sur le revenu, on essaie d'expliquer et moi je me souviens d'avoir eu juste une discussion assez vive avec sa communication, on appelle, on dit bon écoute je vais faire un papier pour expliquer ça. Vous dites, je voudrais la déclaration de patrimoine comme voilà, a fait Ségolène Royal. Je voudrais savoir comment ça fonctionne. On dit, bon, de toute façon, on le fera pas parce qu'on va pas rentrer dans ce détail-là. Il veut pas rentrer dans le détail de... Donc, le pourquoi il n'a pas payé, il paye que depuis 1 an, etc. L'impôt sur la fortune, oui. Alors, essayer d'en savoir un peu plus. Puis là, c'est un peu épidermique. Non, mais c'est... Allez-y. Fouiller les poubelles. On vous dit ça?
dans un premier temps, mais dans une discussion privée, et puis dans un second temps, on se dit bon, je comprends, on va essayer d'en savoir un peu plus. Maintenant, on lui a aussi posé la question directement dans le train qui nous emmenait à Saint-Quentin. Il dit je veux pas rentrer sur le détail de mon passif parce que c'est privé. Bon, voilà, ce sera privé, il rentrera pas dans le détail, on l'a compris. Contrairement, effectivement, à la promesse qui avait été faite par sa porte-parole. Par ses porte-parole. Vous avez posé la même question, vous avez fait la même réponse? Moi, je me souviens de la conversation à Saint-Quentin, et puis pour en avoir parlé à d'autres moments avec lui, je crois que j'avais posé la question il y a 2 ans de savoir s'il payait l'ISF, et puis il m'avait expliqué qu'il ne la payait pas à cause de sa pension de reversion à son ex-femme. Donc c'est ce qu'il appelle le passif, et il a ressorti la même explication à... Vous êtes satisfait de l'information, du détail de l'information qu'il a donnée sur la composition de son patrimoine? Non, je pense qu'il pourrait en dire plus, mais bon, en même temps, c'est pas une question que je traite moi. Je peux lui poser la question si vous voulez. Donc je pose la question, et puis après, au monde, il y a des journalistes qui sont plus pointus sur ces questions-là. Moi-même, payant pas d'ISF et pas nécessaire de payer l'ISF pour traiter de l'ISF. C'est simple. Je voulais pas je voulais pas me faire comme vulgairement avoir par des détails auxquels j'aurais pu dire du tout personne l'a posé puisque vous ne l'avez pas posé et que les spécialistes l'ont pas posé non plus. Donc voilà, pour l'instant on en est là. C'est gênant, c'est que nous on est obligé de faire un sujet où on dit il paye tant, pourquoi il n'a pas payé depuis 1 an parce qu'il y a cette question de pension de réversion truc. Et puis on ne peut pas aller plus loin, quoi. Tu as que de présenter, on n'a pas les documents et on ne les aura pas. Est-ce que dans les trains et les avions, outre la question Cécilia et l'impôt sur le revenu, vous discutez, je ne sais pas moi, d'aménagement du territoire, de politique agricole, de ce qu'il veut faire en diplomatie? Vous avez pas non, jamais de fond. Non, jamais de fond. Non, mais jamais de fond. Attendez, non, mais c'est énorme ce que vous dites. Non, mais c'est énorme. Non, il a dit non ironiquement, il se moque de moi. Je ne suis pas certain. Non, est-ce qu'il y a des... C'était ironique. Sur la table, entre 2 sandwichs SNCF, un truc genre, mais non, vous allez pas quand même mettre le TGV, machin, etc. On a compris, David. Est-ce que c'était ironique? C'était en partie ironique, oui. En partie. Non, mais jamais de fond. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le candidat Sarkozy. Je suis. Le candidat, il va dire. Non, mais alors, donc, en tant que responsable du suivi du candidat Sarkozy, j'ai fait des papiers sur ses propositions, j'ai fait des papiers sur les propositions de l'UMP, j'ai fait des papiers sur les propositions du candidat. Mais après, son activité de ministre de l'Intérieur, elle est suivie, vous le savez très bien, au Monde par la rubrique police. Enfin, vous pourriez parler du fond de ses projets de candidat, justement. On parle du fond de ces projets de candidats, mais l'aménagement du territoire n'étant pas, selon moi, le sujet le plus... Enfin, c'est pas celui qui me préoccupe le plus. Alors, je voudrais qu'on termine par une autre question qui peut se poser à propos de Sarkozy, c'est son aptitude à saturer le paysage médiatique, c'est-à-dire à le remplir d'images, de déclarations, de confidences, d'événements, de rebondissements. Il y a un exemple que vous prenez dans votre livre, c'est un voyage qu'il fait. Il se rend dans le train Nice-Lyon. On est quelques jours après des incidents sérieux qui ont éclaté pendant la nuit de la Saint-Sylvestre dans ce train Nice-Lyon. Donc il est accompagné par la meute habituelle, c'est pas péjoratif, mais enfin c'est un peu l'image que ça donne. L'image qu'il veut montrer, c'est celle du ministre de l'Intérieur attentif aux préoccupations des voyageurs. Il annonce des mesures de renforcement de la sécurité dans les trains, donc il annonce des mesures, mais vous dites qu'il n'y avait aucun besoin d'aller faire ça dans un train, quoi. Pourquoi il prend l'avion pour aller faire cette image dans un train, il entraîne tout le monde derrière lui, et pourtant vous y allez. Vous le suivez, Alors, je le suis et je revendique même le fait qu'il nous faut aller sur à peu près tous ces déplacements. Il faut y aller. Il faut y aller. Si vous décidez de rester chez vous... Vous dites c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà. J'y vais pas. Vous aurez des images de tous les côtés parce que ça marche comme ça. On vous dira, qu'est-ce qu'il fout de France Inter? En même temps, vous y allez, vous traitez le sujet... décrypter en même temps. Ce n'est pas lui qui va régler le problème de sécurité parce qu'il y va une fois. Est-ce que vous estimez qu'on peut dire qu'il y a de sa part une vraie stratégie de saturation de l'espace médiatique, de donner énormément de choses aux médias pour occuper l'espace? Oui, il y a effectivement une stratégie qu'il avait dite une fois en disant qu'il enverrait une carte postale par jour. Donc, bon, voilà. Alors, c'est une carte postale qui est en 3 exemplaires. Il y a un exemplaire presse écrite, un exemplaire image et un exemplaire radio. En 3, les journées sont en général assez bien découpées, c'est-à-dire qu'il fait effectivement des confidences avec un statut de off, mais
Moi, je sais depuis des années qu'il n'y a plus ni off ni on. Le off étant encore un moyen de communiquer, donc le off est à destination de la presse écrite. Après, il va débarquer du train, donc il va faire un premier son vers 11h30 de façon à pouvoir être dans les journaux de 13h. Et puis, les images vont, elles, servir à faire des sujets pour les 20h. Mais moi, là-dessus, j'ai pas de problème. Hein. C'est une machine qu'il faut aussi décrypter. Enfin, moi, je la décrypte, elle est décryptée. Il faut faire à la fois un espèce de travail un peu comme le vôtre, sauf qu'il faut le faire par la même personne. Quoi. Donc, tout le monde est obligé de se transformer en critique média. Voilà, il faut faire de la critique de la communication. Ça fait longtemps que la communication fait partie du champ de l'écriture politique, mais chez lui, effectivement, c'est un... Mais d'ailleurs, vous le faites régulièrement dans vos papiers. Hein. Dans vos papiers, il y a presque une moitié de critique média. Oui, voilà. Alors, c'est aussi la manière avec laquelle on se donne peut-être l'illusion de la distance, j'en sais rien. Parce que ce que je ne sais pas, c'est si les gens, ça les intéresse, après tout, de savoir comment on fabrique une image, comment on fabrique une campagne, j'en sais rien. Moi, ça m'intéresse. Nos auditeurs nous reprochent régulièrement d'inonder nos journaux au quotidien de reportages sur Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ou Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Moi, ce que je constate en discutant avec mes amis de la presse écrite, c'est que chaque fois qu'un journal, un magazine, un quotidien sort avec une belle une sur Nicolas ou Ségolène, il y a un pic de vente. Ne dites pas non, c'est la vérité. Il y a un pic de vente. Donc je veux bien qu'on dise qu'on agace, qu'on nourrit, qu'on abrutit nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos lecteurs de l'information binaire Sarkozy-Royal, mais les gens en redemandent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a aussi, on part sur le débat citoyen, mais c'est quand même, nous sommes quand même responsables. Moi, je suis lecteur aussi. Très bien. Alors, merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Je ne sais pas si Arrêt sur Image aura un pic d'audience cette semaine. Ça va être un problème pour nous. Du fait du sujet traité, éventuellement, on vous en tiendra au courant, c'est intéressant. Si vous voulez prolonger cette émission, le livre extrêmement instructif de Jean-François Aquili, jusqu'ici tout va bien, des carnets de campagne précis, pointilleux, ironiques, une très très bonne distance à mon sens. Et la semaine prochaine, après ce voyage en Sarkozy, un voyage en Ségolie avec des reporters qui suivent Ségolène Royal. À dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur Image. Arrêt sur Image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir